Et toujours dans le cadre de la proposition de l'adoption du projet de loi numéro 64, je vais céder la parole à Monsieur le député de Beauce-Nord. Merci, Madame la Présidente. Ça me fait plaisir de prendre la parole à l'adoption de ce projet de loi. Projet de loi qui a fait beaucoup jaser, évidemment, le projet de loi 64 sur le registre des armes, l'immatriculation des armes. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça rappeler à la population un bref retour pourquoi on a un registre d'immatriculation, pourquoi on veut faire immatriculer les armes. C'est qu'une succession d'événements a mené le gouvernement fédéral à déposer, provincial, c'est-à-dire à déposer son projet de loi 64. En 2012, le gouvernement Harper a aboli le registre des armes d'épaule, ordonnant la destruction de toutes les données d'enregistrement des fusils de chasse. Québec a alors demandé au gouvernement fédéral de lui transmettre les données concernant la province dans le but de mettre sur pied son propre registre, la loi 64 sur l'immatriculation des armes à feu. Le 27 mars 2015, dans une décision partagée à 5 juges contre 4, la Cour suprême a tranché dans le litige portant sur la conservation des données québécoises contenues dans le registre canadien des armes d'épaule, en jugeant leur destruction prévue à l'article 29 de la loi sur l'abolition des registres des armes d'épaule constitutionnelle. Le Québec n'aura ainsi pas le droit d'obtenir les données. Selon les juges de la majorité, le principe du fédéralisme coopératif plaidé par les procureurs du gouvernement québécois ne restreint pas la compétence législative fédérale et l'article 29 de la loi sur l'abolition des registres des armes sont un exercice licite de la compétence législative en matière de droit criminel conférée au Parlement par la Constitution. La Cour suprême a donc fait sienne les conclusions de la Cour d'appel du Québec en 2013, infirmant la Cour supérieure qui qualifiait d'inconstitutionnelle la destruction des données. Ainsi, le gouvernement conservateur a pu remplir sa promesse dans le temps. Il faut se rappeler pourquoi le gouvernement a voulu abolir la portion des armes d'épaule du registre canadien des armes à feu. Cependant, en 2015, en 2012, c'est-à-dire, suite à une demande d'un citoyen, le juge Luc Martineau de la Cour fédérale a ordonné au gouvernement de lui remettre les données afin de les protéger jusqu'à la fin des procédures judiciaires dans le dossier de M. Bill Clinett, qui demandait par la loi d'accès à l'information d'avoir une copie de ces données. Le disque dur sera placé sur scellé jusqu'à la fin des procédures qui ne sont pas encore terminées, Madame la Présidente. Cependant, c'est une démarche qui est sans lien direct avec l'approche du Québec. Pour le président fondateur de la clinique juridique Juripop, qui a défendu la coalition pour le contrôle des armes à feu en Cour suprême dans ce dossier, la remise du disque dur à la Cour fédérale ne signifie pas nécessairement que le gouvernement du Québec peut toujours espérer mettre la main sur les données du registre qui concernent ses concitoyens. Autre chose qu'il faut se demander, Madame la Présidente, c'est évidemment les raisons de l'abandon du registre d'armes d'épaule par le gouvernement fédéral. Nonobstant nos idées politiques, parce qu'on a vu à l'intérieur de ceux qui étaient venus nous présenter des mémoires que c'était tout le temps le méchant gouvernement conservateur et le méchant M. Harper, premier ministre, le gouvernement a abandonné son registre pour des raisons de sécurité, le registre des armes d'épaule. Sécurité dans le sens que le registre des armes d'épaule n'était plus fiable. Pourquoi n'était-il plus fiable? C'est parce que ça devenait impossible de contrôler le registre des armes d'épaule à la grandeur du Canada parce que ce n'est pas toutes les armes d'épaule qui ont été enregistrées de 2006 à 2012, de 2003 à 2012. C'est loin d'être toutes les armes d'épaule. Il y en avait plusieurs qui étaient non enregistrées, d'où la non-fiabilité du registre des armes d'épaule, d'où l'abandon par le fédéral parce qu'il était jugé non fiable. Et on vous dit ça en toute connaissance de cause, même
La nation crie est venue nous dire, le chef Karadziwi est venu nous dire, et je le citerai tout à l'heure, le chef Karadziwi est venu nous dire qu'il y a entre 50 et 70 de sa nation autochtone qui n'avait pas enregistré les armes d'épaule, alors que c'était une loi fédérale et qui était passible de prison, qui était passible de pénalité criminelle, Madame la Présidente. Alors, je pense qu'on ne peut pas se fier à un registre d'armes d'épaule si on a des gros pans comme ça, que les armes ne sont pas enregistrées. Que vont faire les corps de police? Est-ce qu'ils vont se fier ou ils vont plutôt se fier à ceux qui possèdent un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu? J'en discuterai un peu plus loin, Madame la Présidente. On a reçu, au cours des dernières semaines, 25 groupes, puis une trentaine de mémoires et plus de 200 commentaires lors des auditions portant sur le projet de loi 64. À titre de porte-parole en matière de sécurité publique de la deuxième opposition officielle, j'ai bien écouté les différents points de vue, j'ai discuté avec ceux qui les présentaient et j'ai discuté des sujets aussi pour les suggestions d'amélioration au projet de loi. Je tiens dans un premier temps à remercier tous ceux qui sont venus déposer un mémoire concernant ce projet de loi, ce qui a permis aux députés que nous sommes de mieux comprendre leur point de vue sur ce sujet que je considère très émotif. Le vote sur le projet de loi 64 nécessite une compréhension claire du projet de loi lui-même et de ses implications réelles sur les personnes touchées. L'objectif de ma formation politique et de moi-même est de faire un choix éclairé, basé sur des faits, tout en respectant l'opinion de nos différents concitoyens. Comme vous le savez, plusieurs députés ici présents, tous partis confondus, ont exprimé des craintes ou un désaccord de leurs concitoyens sur le projet de loi dans sa forme actuelle ou sur le principe même du projet de loi. Il est aussi important de mentionner que plusieurs se sont exprimés fortement en faveur du projet de loi, dans tous les partis également. Il arrive dans notre système parlementaire, Madame la Présidente, que le législateur doit faire son travail en toute liberté au-dessus de la partisanerie pour respecter le choix de ses concitoyens. Dans les mémoires qui nous ont été présentées, pratiquement tous les corps policiers du Québec, que ce soit provincial et municipal, sont venus déposer un mémoire. En ce qui concerne les affaires policières, il y a eu la Sûreté du Québec, les services de police de la Ville de Montréal, l'Association des policiers provinciaux du Québec, la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec et l'Association des directeurs de police du Québec. Il y a eu un autre groupe qu'on peut associer aussi au réseau féminin. Il y a eu la Fédération des femmes du Québec, la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, le Y de Montréal, le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, qui sont toutes venues nous déposer un mémoire. Les communautés autochtones, l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, le Grand Conseil des Cris et la Société Makivik. Et les autres, que je pourrais considérer qui sont en faveur du chose, il y a eu Poly, je me souviens, Santé publique du Québec, l'Institut national de la santé publique, les directeurs de la santé publique et l'Association de prévention du suicide. Par contre, ceux qui étaient contre le registre, il y en a eu 5, l'Association canadienne pour les armes à feu, la Fédération québécoise de tir, la Fédération québécoise des chasseurs et des piégeurs, la Fédération des pourvoiries du Québec, et tous contre un registre d'armes à feu. Donc, ça faisait en tout 5 groupes contre, si on veut s'exprimer ainsi. Les nations autochtones sont contre le projet de loi, ne sont pas contre avoir un registre des armes à feu, mais ils veulent le contrôler eux-mêmes, puis ils veulent pouvoir le faire eux-mêmes sans passer par le ministère de la Sécurité publique. Et il y avait 17 groupes carrément contre. Je veux revenir un peu, Madame la Présidente, sur
la pétition qui a été déposée à l'Assemblée nationale, peu de monde en parle et je pense que c'est un manque de respect. C'est la deuxième plus importante pétition qui s'est déposée à l'Assemblée nationale depuis qu'on y dépose des pétitions. Au-delà de 58 000 signataires ont signé le registre, tous contre un registre des armes à feu. Et il y avait plusieurs raisons valables. Alors, je veux remercier ces gens-là, au moins, d'avoir participé à la vie démocratique et d'avoir souligné leurs orientations en ce qui concerne ce projet de loi. Le projet de loi, proprement dit, Madame la Présidente, c'est une loi assez simple. Très peu d'articles, 26 articles quand on a tout fini des dispositions. Sauf que les principaux articles qui concernent l'immatriculation, je vais vous lire, c'est sujet à des règlements à venir. Le propriétaire, l'article 3, le propriétaire de l'arme à feu doit en demander l'immatriculation au ministre aux conditions et selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement. Point. L'article 4, le ministre procède à l'immatriculation d'une arme à feu par l'inscription dans le fichier qu'il tient à cette fin des renseignements prévus par règlement du gouvernement. Point. L'article 6, dans les 90 jours suivant l'attribution d'un numéro unique d'arme à feu, le propriétaire doit, si ce numéro n'est pas déjà inscrit de façon indélébile et lisible sur l'arme, l'apposer sur cette arme de manière déterminée par règlement du gouvernement. Au sujet de cet article 6, M. le ministre a toujours dit qu'il n'y aura pas de burénage. Alors, j'ai déposé un amendement sur cet article 6 qui fut évidemment refusé par le ministre et par l'opposition officielle, qui disait simplement que, oui, on va l'inscrire de façon indélébile, lisible, sur l'arme à feu, sans en altérer la valeur. Alors, M. le ministre m'a simplement dit qu'il refusait mon amendement, puis ça viendrait par règlement. L'article 7, le propriétaire d'une arme à feu immatriculée doit aviser le ministre dans les délais de la manière prescrite par règlement du gouvernement. Alors, vous comprendrez que c'est un projet de loi, quand ça regarde les particuliers. Je ne parlerai pas des entreprises de vente qui vendent des armes à feu. Eux autres, ils ont d'autres obligations. Mais vous comprendrez que c'est un projet de loi qui est rempli de règlements. Et les règlements, contrairement au projet de loi Anastasia, en 2006, où M. Dupuis avait apporté les règlements avant l'adoption finale du projet de loi, on va adopter la version finale du projet de loi en ayant une promesse du ministre comme quoi il va nous présenter les règlements avant de les incorporer à son projet de loi, avant de les rendre valables. Alors, moi, j'ai posé la seule question qui devait se poser, est-ce qu'on va pouvoir discuter des règlements? J'ai jamais eu de réponse là-dessus. Jamais de réponse claire si on va pouvoir amender des règlements lorsqu'il nous les présentera avant de les finaliser. Alors, c'est un projet de loi qui est un peu à l'aveugle, qu'on vote un peu à l'aveugle, Madame la Présidente. Et je me suis posé une question bien importante, qui est au cœur de ce projet de loi et qui est au cœur de toutes mes interrogations. Comment ce projet de loi améliore-t-il la sécurité des individus au Québec? J'ai regardé ça, je l'ai étudié, j'ai regardé ça, et je n'ai pas rien trouvé, Madame la Présidente. Je m'excuse, mais je n'ai pas rien trouvé. Parce que ce projet de loi-là est un projet émotif, non rationnel, qui n'améliore en rien la sécurité, et je vais vous l'expliquer. D'ailleurs, je ne suis pas tout seul qui le dit, le juge Dalphond, dans un jugement, un juge de la Cour suprême, qui a dit ceci, les forces policières ailleurs au pays fonctionnent sans un registre d'armes de chasse depuis octobre 2012, et rien ne m'indique qu'il en a résulté un préjudice irréparable ou même sérieux. Les statistiques et études pour les 30 dernières années
ne semble pas établir de corrélation entre l'enregistrement des armes de chasse et la baisse du taux d'homicide. De même, rien n'indique une augmentation depuis octobre 2012 des crimes commis avec des armes de chasse dans les autres provinces. Alors, Madame la Présidente, si dans les autres provinces, parce que vous comprendrez qu'on va être la seule province au Canada à avoir un registre d'armes d'épaule. Et vous comprendrez qu'on est assez unique, on est une nation. Je veux bien qu'on soit une nation, qu'on soit différent sur la culture, mais il y a des différences qui doivent s'arrêter à un moment donné. Enregistrer une arme, puis ça, le projet de loi, c'est enregistrer toutes les armes. Une fois dans ta vie. Vous enregistrez une arme une fois, et c'est tout, c'est fini. Maintenant, j'oserais faire remarquer à Madame la Présidente, puis aux membres ici présents, le triste événement de Dawson en 2006, l'arme était enregistrée. Et ça n'a pas empêché Anastasia Desouza de subir les fautes de l'arme en question. L'arme, Madame la Présidente, une arme de chasse qui est enregistrée, en quoi ça améliore la sécurité? Parce qu'elle ne peut pas tirer tout seul. Ça prend quelqu'un pour la tenir, pour l'armer, la charger, pour tirer. Alors, en quoi une arme peut-elle assurer une sécurité si elle est enregistrée dans un fichier à l'état civil? J'ai rien trouvé dans ce projet de loi qui me dit ça. Demain. Dans le projet de loi ici, il n'est aucunement question de l'entreposage des armes à feu. Pourquoi on n'en parle pas? Parce que l'entreposage des armes à feu est encore dans la loi fédérale et c'est de nature criminelle si vos armes ne sont pas entreposées de façon correcte et légale chez vous. Maintenant, l'Association de prévention du suicide est venue nous parler qu'un suicide par arme à feu, ça ne pardonne pas. Je veux bien le croire. Je veux bien le croire que quand on se met un 12 en dessous ici et qu'on tire, ça ne pardonne pas. Mais par contre, il disait, si des fois un gars va se suicider, si l'accès aux armes à feu est facile. Maintenant, si l'entreposage était fait selon les règles établies par le gouvernement fédéral et qui sont encore en vigueur, l'arme à feu serait un cachet barré pour l'empêcher de tirer. L'arme à feu serait dans une boîte barrée, cadenassée, et les munitions seraient à un autre endroit barré, cadenassé. Ça prendrait 3 clés pour avoir accès à l'arme à feu pour se suicider. D'où l'entreposage, parce que qu'est-ce qui est critique en ce qui concerne la prévention des suicides, c'est les 10 premières minutes qu'un gars y passe. Il peut avaler des produits de poison et tout, puis là, quelqu'un le trouve et l'amène à l'hôpital. Sauf la pendaison, c'est assez rapide. Si vous ne le trouvez pas au bout de 2 minutes, pensez-y plus. Mais la pendaison, savez-vous que c'est 61 % des suicides, c'est par pendaison. Alors, et la corde, on ne peut pas enregistrer toutes les cordes au monde. Oubliez ça. Alors, je n'ai rien trouvé dans ce projet de loi. Seul article qui va nous permettre de vérifier l'entreposage. Maintenant, c'est l'entreposage qui fait foi de tout, Madame la Présidente. Et l'entreposage, pourquoi on ne vérifie pas l'entreposage? C'est chez les 495 000 détenteurs de permis de possession et d'acquisition, c'est parce que, Madame la Présidente, on n'a pas les effectifs policiers pour le faire. Alors, si on n'a pas les effectifs policiers pour faire la vérification d'entreposage des armes à feu, a-t-on les effectifs policiers pour vérifier 1 700 000? Alors, Monsieur le député de Beauce-Nord, compte tenu de l'heure, je me dois de vous demander si vous avez terminé votre intervention. Non. Alors, je vais vous inviter à poursuivre votre intervention lors du
du prochain débat qui propose l'adoption du projet de loi numéro 64